Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous pour cette table ronde. Alors, non, malheureusement pas en présentiel, mais vous êtes là avec nous pour participer donc à cette réflexion sur l'éducation thérapeutique du patient. Je vais d'abord vous demander de vous présenter en rappelant que vous êtes membre de notre comité scientifique. Merci, oui, donc je suis sociologue à l'université de Rennes 2. Je suis aussi membre du comité scientifique de l'association française Vitiligo, donc maladie auto-immune, auto-inflammatoire dans le jargon, les filières F2R, et sympathisant aussi de la Fédération française de la peau, puisque le président est aussi créateur et président de l'autre association, de la fédération. Donc voilà, et je m'intéresse à la peau depuis au bas mot 2005. J'ai commencé à écrire à partir de 2005, donc voilà, il y a quelques années auparavant. Et j'ai créé une revue récemment, en 2017, libre et gratuite sur Internet, qui s'appelle l'Apologie, et que vous pouvez consulter quand vous le voulez, mais qui ne concerne pas spécifiquement les maladies, les pathologies, mais qui essaye d'aborder la question de la peau sous les différentes sciences humaines et sociales. Merci Stéphane. Bien justement, c'est bien l'objet des questions que je vais vous poser. Alors, l'éducation thérapeutique du patient dont on parle aujourd'hui existe depuis plusieurs années. Bon, elle s'intéresse plutôt aux maladies chroniques et elle est développée plutôt dans le monde hospitalier. Voilà. Donc, la première question que j'aimerais vous poser, c'est avec le recul que vous avez avec votre discipline et comme vous l'évoquiez, votre réflexion de façon plus globale sur la peau, par rapport à cette éducation thérapeutique de la peau, quels sont les points forts, les limites, les points de vigilance pour cet accompagnement, mais j'ai envie de dire aussi autant pour le malade que pour les soignants. Voilà, donc évidemment, sans être exhaustif, quelques points qu'on pourrait garder. Oui, alors je ne vais pas faire d'histoire ici sur cette éducation thérapeutique, mais il faut voir déjà que le sens commun met sous le mot éducation plutôt un rapport vertical depuis un siècle et demi, donc hiérarchique. Et ce lien vertical n'est plus autant accepté désormais dans nos sociétés individualistes et aussi en lien avec la baisse relative de l'autorité médicale, la légitimité médicale. Du coup, je pense que progressivement, les associations de malades revendiquent ou promeuvent plutôt un accompagnement de la personne qui ne serait plus aussi patiente, si je veux faire un jeu sur les mots, mais qui serait vraiment considérée comme dans sa singularité. Ça, c'est le premier point qu'il faut avoir en tête. Alors, pour le vitiligo, il y a déjà des initiatives qui sont en train d'émerger, qui sont en discussion d'ailleurs avec l'association, avec une participation des soignants volontaires, à Bordeaux notamment, dans un cadre bienveillant, quasiment idéal, quoi. Alors, bien sûr, ça, la réalité des centres de référence n'est pas la réalité de tous les autres CHU, encore moins des autres lieux de soins, de province, etc. Donc, ça, c'est le deuxième point. Il y a des initiatives, il faudrait éventuellement pouvoir proposer une sorte de maillage régional, national de cette éducation thérapeutique qui prendrait une forme moins verticale, pour revenir sur le premier point. Le troisième niveau, ce qu'on observe pour d'autres pathologies, dermatologie, c'est qu'il y a de l'éducation thérapeutique, mais qui mixe les patients, qui ne sont pas simplement des personnes concernées par la même pathologie, par le même groupe même de pathologie. Alors, cette situation de mixité pathologique a été observée et peut être délicate. Je pense par exemple à des maladies de peau qui sont particulièrement invalidantes et handicapantes à raison des manifestations symptomatologiques, par exemple des bulles odorantes ou malodorantes, ou les effets secondaires des traitements. Donc, mélanger, mixer ces patients-là avec d'autres pathologies qui seraient moins visibles, par des pathologies cardiaques par exemple, ou un diabète, ça peut être considéré comme délicat pour certaines personnes. Mais il faut aussi voir que ça peut être bien vécu, puisque ça peut permettre aux patients, aux personnes concernées par une pathologie, de relativiser leur situation par rapport à des situations pires ou des situations moins pires, à leurs yeux. Donc, ça, c'est le troisième point. Le quatrième point que je vois sur la question de l'éducation,
qui est un point de vigilance important, je pense, c'est que l'éducation thérapeutique fonctionne globalement plutôt sous forme collective. Et ce format-là n'est pas forcément adéquat pour tout le monde et pour toutes les situations dans la vie avec une maladie comme le vitiligo. Donc, de ce que j'ai pu voir, je pense qu'il peut y avoir, cette approche collective peut être handicapante au sens strict, puisque les personnes n'ont pas envie du tout d'être mélangées. Alors, je pense peut-être, alors il faudrait des études précises, mais à des adolescents ou des jeunes adultes qui sont en train de construire leur vie professionnelle, amoureuse. Je ne suis pas sûr que ce soit les plus à même d'accepter ces formes-là. Mais encore, il faudrait voir hein, précisément. Donc voilà en quelques mots ce qu'on peut observer quand on est de l'extérieur comme moi sur cette éducation thérapeutique, qui est souvent aussi, dernier point, une sorte d'injonction médicale, même politique. Hein, et donc, ça peut être aussi, il peut y avoir des résistances tout à fait importantes et une volonté de certaines associations de malades de s'organiser par elles-mêmes et pas dans le cadre, par exemple, hospitalier, mais d'organiser des groupes de parole, pourquoi pas des ateliers aussi à finalité plus ou moins thérapeutique ou ludique. Hein, je pense à des cancers de la peau, par exemple, où il y a des mises en œuvre de certains ateliers de cuisine ou danse ou que sais-je, qui participent de cette éducation thérapeutique avec la présence qu'on va évoquer plus tard, par exemple, de patients experts ou de soignants qui seraient particulièrement bienveillants et qui accepteraient, sous forme bénévole, par exemple, de participer à des activités d'une association. Voilà en quelques mots pour ne pas être trop long. Alors, j'ai une question suivante qui se rapporte au fait que vous avez communiqué le contenu des appels téléphoniques de notre permanence, alors évidemment avec tout le respect de l'anonymat qu'il faut, mais je souhaitais avoir votre regard sur les besoins qui sont exprimés. Donc, est-ce que c'est spécifique au vitiligo? Est-ce qu'il y a des choses vraiment propres à cette maladie de peau? Alors, merci déjà de m'avoir confié, m'avoir fait confiance. Hein. Alors, il y a plusieurs points là aussi. Le premier point qui vient vraiment, qui saute vraiment aux yeux, c'est un besoin immense de parler. Alors, je ne sais pas si c'est de parler du vitiligo, hein, mais en tous les cas, c'est de parler du vécu qui peut changer au fil des années, hein, au gré des rencontres. Hein. Par exemple, un jeune adulte, je garde cet exemple-là, qui tombe amoureux, qui s'installe avec une personne bienveillante à ses côtés, peut ne plus avoir besoin autant de parler du vitiligo, alors que 6 mois auparavant, elle était particulièrement demandeuse, cette personne-là. Donc, voilà, il faut aussi se méfier de figer les positions. Hein. Donc, ce besoin immense de parler, il peut être remarqué et remarquable en tous les cas dans les documents des écoutants, notamment pour les parents. Hein, là, on voit qu'il y a une vraie inquiétude des parents. Et puis aussi, il faut bien le dire, alors là, c'est un constat qui est désenchanteur, comme on dit en sociologie, c'est aussi parce que souvent, la demande d'accompagnement, de soins, est considérée comme n'étant pas tout à fait prise au sérieux par certains soignants notamment. Donc, vous l'avez formulé d'une manière amusante, mais sous ce rien à faire, il y a quand même quelque chose un constat qui est quand même dramatique. Hein. Donc ce destin-là, il n'y a rien à faire. Ce destin peut être tout à fait difficile à vivre. Ça, c'est le deuxième point qui est remarquable dans les verbatims, qu'on dit dans mon jargon. Le troisième point, c'est vraiment le sentiment d'être secondarisé. Alors, je jargonne un peu en tant que sociologue, mais certains soignants, mais aussi parfois certains proches, hein, peuvent justement laisser l'impression, même si ce n'est pas tout à fait le cas, hein, et même parfois pas du tout le cas, de ne pas prendre tout à fait au sérieux les plaintes. Alors, ça ne semble pas le cas pour le vitiligo pour les proches. C'est-à-dire que l'indifférence des proches, je ne l'ai pas ressenti dans les verbatims que j'ai pu lire, puisque là, comme je l'ai dit juste à l'instant, les parents, notamment les parents, sont manifestement inquiets sur l'évolution de la maladie et sur l'impact psychologique et social de leur enfant. Alors, un quatrième point, c'est, et là, je manque de données, il y a une évocation d'une inquiétude sur les comorbidités, notamment les problèmes de thyroïde.
Et moi, je trouve qu'elle est peu exprimée finalement. Donc, je ne sais pas si c'est une mauvaise impression ou pas, par rapport notamment aux informations qui circulent sur Internet. Donc, ça m'a un peu surpris, cette faiblesse des comorbidités. Et alors, un autre point, c'est, alors je jargonne là encore, c'est la question de la racialisation. Est-ce qu'elle est nécessaire ou utile? Est-ce qu'il faut vraiment se poser cette question, étant donné que l'apparence du vitiligo est quand même tout à fait différente, suivant que la peau est foncée ou pas, bronzée ou pas, foncée ou pas, d'un point de vue génétique. Donc là, se pose la question de l'accompagnement, si on ne reprend pas le mot d'éducation, mais l'accompagnement multiculturel des écoutantes, des accompagnants en général et des soignants. Alors là, est-ce qu'il faudrait des approches bon, on est assez armé en sociologie avec le système anthropologique de François Laplantine, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est assez facile à trouver, ou les approches ethnomédicales de Toby Nathan. Donc ça, c'est beaucoup plus accepté et connu, notamment à Bordeaux. Donc, est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à une formation euh, des écoutantes, des accompagnants, des bénévoles, des professionnels de santé dans ces domaines anthropologiques et ethnomédicaux? Il faudrait voir. Alors, on pourrait imaginer, dans l'idéal, pour moi, hein, ça serait ce qu'on appelle dans notre jargon un ethnologue embarqué, hein, un ethnologue qui participerait à la vie d'un service, d'un centre de référence, par exemple. Alors, et dernier point que j'aimerais évoquer, c'est la question de l'apprentissage de l'empathie. Parce que l'empathie, ça s'apprend, hein. Une écoute davantage horizontale, bienveillante, tout ça, ça s'apprend. Alors, j'ai des collègues qui sont spécialistes de ça, hein. Et donc, on pourrait aussi imaginer une formation continue ou initiale des soignants, notamment, à cette empathie. Voilà, en quelques mots, ce que je pourrais vous répondre. Et encore merci de m'avoir fait confiance en me diffusant ces informations d'écoutantes, parce que c'est un travail non, ingrat, sans doute pas le mot, mais c'est un travail de long quand même. Donc, c'est vrai qu'il faut le reconnaître à sa juste place. C'est un travail fatigant en plus, puisque c'est à des horaires en général décalés. Et donc, voilà. Donc, merci encore. Merci Stéphane. Dernière petite question, un peu peut-être une boutade, je ne sais pas. Le patient expert, est-ce que c'est l'avenir du malade? Alors, ce n'est pas une boutade, hein, Martine, parce que la place justement d'un patient expert, alors c'est progressivement, c'est loin d'être généralisé, mais dans les soins psychiatriques, par exemple, des troubles psy, là, il y a vraiment une participation dans certains lieux, hein, dans le sud-est de la France, dans le nord de la France, à Lille ou à Paris. Il y a des lieux comme ça où il y a vraiment la place acceptée de l'expert, hein, du patient expert, et qui participe au traitement, au protocole, aux discussions des protocoles même, à la pharmacovigilance, donc ça va très loin, hein. Mais je pense que là, on est très très loin de là pour le vitiligo, j'en suis sûr même. Donc on est très très loin de ce… Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce que c'est l'avenir, l'horizon? Je pense que ça vaudrait le coup que vous penchiez en tant qu'association sur les critiques justement qui ont été faites. Je pense à un travail qu'on a pu faire avec F. Gardien ou Christian Laval. On a travaillé là-dessus sur les experts, les patients experts. Alors après, les patients experts, c'est intéressant parce qu'en fait, je pense que vous êtes déjà des patients experts à Vitiligo France, et puisque c'est souvent vous, les patients, les personnes directement concernées, qui sont acteurs et actrices hein, dans l'association, dans les associations, avec les antennes régionales ou pas. Donc, c'est intéressant. Alors, si je prends une petite focale un petit peu plus internationale, les associations de malades en France, les associations de malades ailleurs, je pense aux États-Unis, pays anglo-saxons, ne sont pas du tout logées à la même enseigne. Puisque parfois, dans les pays anglo-saxons, ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui sont directement des financeurs avec des sommes qu'on a du mal à imaginer de ce côté-ci de l'Atlantique. Alors, ce n'est pas le cas en psychiatrie quand je l'ai évoqué sur les experts, mais se pose un troisième point sur les patients experts qui est tout à fait intéressant, c'est sa professionnalisation. Est-ce que c'est un élément important et à quel niveau? Donc, de ce que j'ai pu analyser avec mes collègues, eh bien, souvent, le niveau, c'est un niveau technicien catégorie C de la fonction publique, quelque chose de cet ordre-là, avec toutes les insatisfactions qui peuvent aller autour de ce niveau de reconnaissance en fait faible
très faible. Se pose aussi, deuxième point sur la professionnalisation, est-ce que c'est une mission, une vacation, quelque chose de très temporaire, ou quelque chose qui peut perdurer sous la forme d'un CDI? Alors là, qui bouleverserait radicalement le paysage. Et enfin, et ça c'est déjà fait en psychiatrie, c'est l'intervention du patient expert dans les formations médicales. Donc, ça se fait en termes de formation continue notamment. Là, je pense que c'est un horizon qui pourrait être très intéressant en dermatologie, dans la formation des dermatologues. Je pense que là, ce n'est pas irréaliste de l'envisager, même à très très court terme, puisque vous les connaissez bien, hein, les 3 ou 4 dermatologues particulièrement investis sur la question du vitiligo en France sont tout à fait partants pour cet horizon, je pense. Merci beaucoup Stéphane, et puis à bientôt, j'espère l'année prochaine, en tous les cas en présentiel. Merci en tous les cas. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.